Bienvenue sur Africa 24, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 12 novembre. Le président Joseph Kabila appelle au dialogue politique, mais l'opposition campe sur sa position. Cette invitation au dialogue ne serait selon elle qu'une manœuvre du chef de l'État pour briguer un troisième mandat. La crise migratoire au cœur des discussions du sommet Europe-Afrique à Malte. Objectif de cette rencontre qui réunit une cinquantaine de pays des deux continents, établir un plan d'action. Et puis, combien coûte au Tchad la guerre contre Boko Haram et les autres groupes armés au Mali? Les engagements militaires du Tchad ont un impact considérable sur son économie. Les détails à suivre dans ce journal. L'appel du président Joseph Kabila à un dialogue politique est loin de faire l'unanimité. Certains membres de l'opposition, notamment l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, rejettent la proposition du chef de l'État congolais. Pour eux, un dialogue politique ne ferait que prolonger la crise que traverse la République démocratique du Congo, et ceci à l'approche des élections de 2016. Alioune Guindo, Jean-Célestin Ndjangé. Un dialogue politique national en prévision des prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. Depuis la rencontre entre le président Joseph Kabila et les présidents des deux chambres parlementaires le 8 novembre 2015, le processus de préparation au dialogue politique semble enclenché. Lors de ce dialogue inclusif, il s'agira notamment de discuter des modalités des prochaines élections dans le pays, tant du calendrier électoral que des questions de recensement et du financement des scrutins. Tout tourne autour des échéances électorales puisque le président l'a défini ainsi dans le message qu'il a donné aux uns et aux autres. C'est pour créer les conditions d'élections apaisées et qui ne nous conduisent pas à des comportements de violence que nous avions observés en 2006 et 2011, que nous puissions prendre des engagements pour avoir des comportements beaucoup plus conformes aux intérêts nationaux, à l'intérêt de la paix, de la sécurité de notre peuple. Pour le reste, c'est une initiative présidentielle, ce n'est pas une initiative de la majorité comme telle ou du gouvernement, et donc le président annoncera en temps voulu les détails concernant l'organisation. Seul hic au processus de dialogue national, une opposition divisée quant à sa participation. Si l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, s'est réjouie de participer au dialogue politique, d'autres opposants comme Jean-Bertrand Ewanga, un ténor de l'opposition, s'engage à ne pas y prendre part et invite le chef de l'État à respecter l'alternance en 2016 comme le prévoit la Constitution. Le dialogue n'a de sens que pour établir un calendrier électoral dans les délais constitutionnels. Il n'y a pas de crise du Congo. Si Joseph Kabila annonce qu'il ne se présente pas et qu'il respectera la Constitution, la situation va immédiatement se décrisper. À un an des dernières échéances électorales prévues par le calendrier pour le mois de novembre 2016, le dialogue politique, plusieurs fois annoncé en République démocratique du Congo, doit encore se matérialiser. L'opposition campe sur sa position qui est d'obliger le président Joseph Kabila d'accepter l'alternance après près de 15 ans passés à la tête de la RD Congo. Deuxième journée du sommet Europe-Afrique sur la crise migratoire. Les chefs d'État et de gouvernement réunis dans la ville de La Valette sur l'île de Malte travaillent à l'élaboration d'un plan d'action comprenant notamment un fonds fiduciaire pour financer les projets de développement en Afrique. Jean-Célestin Ndjangé, Arwa Barkala. La Valette, à Malte, abrite un sommet Europe-Afrique consacré au phénomène migratoire. Ouverte ce mercredi et pour 2 jours, la rencontre réunit les chefs d'État et de gouvernement d'une cinquantaine de pays des deux continents. La conférence s'appuie sur les processus de coopération existants entre l'Europe et l'Afrique, en particulier les processus de Rabat et de Khartoum, sur les migrations et sur le dialogue Union européenne-Afrique, sur la migration et la mobilité. Pour de nombreux spécialistes, cette réunion est un moment privilégié en matière notamment d'échange d'expériences. Je pense qu'un sommet entre l'Europe et l'Afrique autour de la problématique des migrations, j'ai envie de dire pourquoi ne pas faire un sommet? C'est toujours bien de se rencontrer pour évoquer des questions que je considère comme étant des questions d'intérêt commun. Donc si à un moment donné les deux parties décident de se rencontrer, c'est en effet parce que la question de la migration apparaît comme une préoccupation partagée
et que l'opportunité d'en parler semble ouverte aux deux parties. L'Union européenne et l'Afrique entendent travailler dans un esprit de partenariat afin de trouver des solutions communes aux défis liés à la crise migratoire. Maintenant, l'enjeu, c'est de savoir si on s'en tient à un sommet, justement, ou alors si on va au-delà d'un sommet et que, ma foi, si le sommet permet déjà de prendre langue et d'identifier un certain nombre de ressorts de la question migratoire, alors les bases d'une vraie réflexion et d'une vraie discussion seront posées. L'objectif affiché est d'établir un plan d'action avec les pays d'origine et de transit des migrants africains pour empêcher que les drames se répètent sur les routes de l'exil vers l'Europe. Plus de 2000 migrants sont décédés en Méditerranée depuis janvier 2015. À combien s'élève le coût des engagements militaires du Tchad, l'intervention au Mali, la lutte contre Boko Haram au Nigeria et au Cameroun voisin, autant d'initiatives qui pèsent très lourd sur les finances du Tchad, comme nous l'explique Arwa Barkala. Combien coûtent les engagements militaires de l'État tchadien ? Le Tchad est directement impliqué dans les conflits sahélo-sahéliens depuis le début de la crise au Mali. La première force de la coalition régionale comptait 2000 hommes envoyés en éclaireur au Nord Mali début 2013. En septembre 2015, l'État engageait un contingent de 3000 hommes au sein de la nouvelle force mixte multinationale pour la sécurité des pays du bassin du lac Tchad. Ça coûte très cher. Nous sommes convaincus de la nécessité d'intervenir. C'est une conviction profonde. Et donc cela implique des moyens financiers, des moyens matériels conséquents. D'où la nécessité de la mobilisation des moyens. Le soutien, d'abord en plus des engagements pris par l'État lui-même, il faut que l'engagement soit régional, il faut qu'il soit continental avant d'être international. Le pays compte, entre autres, sur ses soutiens régionaux. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a déjà créé un fonds d'urgence de 76 millions d'euros pour soutenir le Tchad et le Cameroun. Malgré les efforts de financement des institutions internationales, pour le ministre des Affaires étrangères du Tchad, ces aides mettent du temps à se mettre en place. Pour des forces relevant donc des casques bleus, plus d'autres forces, c'est le cas en Centrafrique, c'est le cas au Mali avec les forces françaises, il faut une nécessaire coordination. Je l'ai dit à New York, on ne peut pas comprendre qu'à Bangui, capitale de la Centrafrique, où se trouve l'essentiel des forces internationales, qu'on puisse laisser mourir 80 personnes en 2 jours, au kilomètre 5. Ça ne peut pas s'expliquer. Sincèrement, ça ne peut pas s'expliquer. Et donc, s'il n'y a pas de coordination, ça va limiter, ça va même handicaper l'action. Depuis le début des engagements militaires du Tchad, en 2013, 71 soldats sont tombés au champ d'honneur et 416 ont été blessés. Ce lundi 9 novembre, les troupes tchadiennes se sont retirées du territoire camerounais pour laisser place au contingent de la force mixte multinationale. Début novembre 2015, les investissements pour la lutte contre Boko Haram sont estimés à une moyenne de 7 millions d'euros par mois au gouvernement tchadien. Le Tchad a déjà dépensé 165 milliards de francs CFA, soit 250 millions d'euros. Le tourisme égyptien est fragilisé par la crise politique qui sévit dans le pays, ainsi que la vague d'attentats terroristes dans la région, notamment ce 31 octobre lorsqu'un avion russe s'est écrasé au-dessus du Sinaï. Et afin de relancer le secteur, les autorités égyptiennes annoncent une série de nouvelles mesures. Oumou Kalsoumba. Le tourisme égyptien traverse une zone de turbulence. L'accident d'un avion russe le 31 octobre 2015 avec 224 victimes fait peser des risques sur les performances du tourisme. Les recettes du tourisme égyptien ont baissé de 15%. Elles étaient de 1,7 milliard de dollars au troisième trimestre 2015 contre 2 milliards en 2014. Le tourisme étant la principale activité génératrice de revenus pour ce pays, la priorité des autorités est de relancer ce secteur. Nous commençons par promouvoir l'image de l'Égypte. Nous comptons mettre en exergue une autre facette de notre cher pays. De nouveaux paquets seront proposés aux touristes. Nous ouvrirons de nouvelles zones touristiques. Nous espérons que nos voisins vont nous envoyer beaucoup de visiteurs. Les acteurs du tourisme s'impliquent activement dans la relance du secteur. Ils préconisent de nouvelles orientations et ciblent les pays asiatiques et ceux de l'Amérique latine. Nous devons diversifier nos sources de tourisme. Pourquoi
ne nous concentrons pas sur les touristes chinois, par exemple? Ils aiment notre pays, de même que le Brésil et l'Amérique latine. Ils voyagent beaucoup. Les sites touristiques et les endroits à visiter ne manquent pas dans ce pays nord-africain. L'Égypte en compte plus d'une centaine. Le crash de l'avion russe dans le Sinaï a alerté les autorités égyptiennes qui ont renforcé les mesures de sécurité dans le pays. Elles rassurent les Royaumes-Unis et l'Irlande qui ont suspendu présentement leur vol à destination de l'Égypte. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.